Alors on va écouter Dionysis Samplaras, qui a travaillé avec nous cette année, donc qui est doctorant à l'INREV, donc sous la direction de Shu Ying-chun, qui n'est pas là aujourd'hui, on regrette. Hein? Shu Ying-chen. Bon, je suis désolée, heureusement qu'elle n'est pas là. Moi je dis Shu Ying parce que son nom de famille, j'ai toujours du mal à le dire. Et donc Dionysis, c'est lui qui a développé la proposition dans la 3e performance. Donc cette fin d'après-midi, on passe un petit peu le relais à ceux qui ont travaillé avec nous cette année, donc Dionysis maintenant, et puis tout à l'heure, dès que Dionysis sera terminé, on se déplacera en salle de projection pour aller voir le film de Florent. Florent Medina qui a travaillé avec nous et qui a ensuite fait son master avec un film à partir du travail. Donc Dionysis maintenant. Et ensuite, on se déplace, on va écouter Florent. Voilà. Bon, malheureusement pour vous, la plupart des choses que je vais vous dire étaient déjà évoquées dans la journée, mais bon, quoi faire? Oui, certainement. Donc, je m'appelle Dionysis et ça fait... C'est bon? Et ça fait 3 ans que je suis en France à l'occasion d'un master franco-hellénique qui est une collaboration entre l'école des beaux-arts d'Athènes et le département Arts et Technologies de l'image de Paris 8. C'est là où j'ai rencontré Shu Ying, qui est actuellement la directrice de ma thèse. Et en même temps, actuellement, je suis aussi chercheur aussi à l'ENSA, dans le laboratoire de recherche Sensat Lab, et à l'équipe spatiale média. Et donc, l'année dernière, j'ai eu l'opportunité de collaborer avec toutes ces équipes ici, dans le cadre du projet Le Corps Infini. Et donc, je vais vous présenter à travers d'une petite partie de mon parcours pourquoi ce projet m'a intéressé et comment il a nourri mes recherches. Donc, principalement, mon domaine d'intérêt est l'interaction et la participation physique, sensorielle et émotionnelle dans les expériences interactives. Une création interactive propose un espace de communication ouvert et dans cet espace, on a invité à engager nos expériences et nos connaissances antérieures afin d'établir cette communication. Donc, on est souvent invité à déployer aussi le sens et le corps et c'est exactement grâce à nos actions que l'œuvre prend une forme différente, devient phénoménologiquement différent pour chacun. Donc le titre de la présentation, c'est le corps augmenté. Je dis l'augmentation du corps qui est d'un côté l'augmentation du corps et de la perception que suggère la nouvelle technologie et le système interactif, et puis parce que nos recherches portaient sur la réalité augmentée. Donc, voilà. Non. Voilà. Donc là, je vais vous présenter une œuvre que j'ai réalisée il y a 3 ans. Et s'appelle Time Cube et il s'agit d'une œuvre au croisement de l'architecture, le cinéma interactif, le jeu vidéo, la projection mapping. Et c'était en fait une projection mapping en temps réel qui s'était fait depuis le moteur Unity. Donc du coup, les effets, le monde simulé, le monde virtuel était aussi généré en temps réel. Et d'accord. On le baisse un peu. Oui. Ouais. C'est mieux? D'accord, voilà. Et l'interaction était faite par un objet qu'on a créé pour ce fin, on était inspiré par une horloge, et on a pris ce cube dans lequel on a intégré quelques capteurs qui repèrent sa position et son orientation dans l'espace. Et en plus, on avait le capteur de notre position par rapport à l'œuvre. Je vous montre une petite vidéo.
Donc cette installation est présentée à Laval Virtual, d'abord, salon de réalité virtuelle. Et c'est en général tous les outils, toutes les technologies qui existent et qui apparaissent au fil du temps, toutes les avancées technologiques nous permettent de créer des œuvres hybrides comme ça, afin de communiquer avec le monde d'une manière alternative. Et c'est vrai que depuis l'arrivée du numérique, tout le frontière entre toutes ces formes tente à fusionner. Et donc on peut dire qu'une œuvre interactive est une forme d'expression qui tente de mettre en relation le spectateur avec l'œuvre, l'impliquer, le faire participer aux événements et le faire interagir avec son corps et bien sûr avec son esprit. Donc la position, mais aussi la façon dont le corps opère devient une des notions fondamentales dans l'évolution de la narration et de la perception. Et comme l'œuvre présuppose notre intervention, elle est toujours proposée comme ouverte ou inachevée. Donc, ce qui m'intéresse alors beaucoup, c'est ce terme d'interaction qui est très largement utilisé. Mais que signifie-t-il vraiment? Comment ça s'est aperçu par nous? Donc, c'est vrai que c'est un terme qui est lié avec l'utilisation de nouvelles technologies et qu'en fait, une œuvre interactive signifie la plupart des fois l'existence du code et que l'interaction est aperçue comme le résultat réactif d'un dispositif qui fonctionne en accord avec cette partie du code. Mais le code, pour la plupart des fois, n'est pas visible à nous, le spectateur. Et donc, comment est-ce qu'on peut être certain d'une certaine action et réaction de l'œuvre pendant une expérience? Donc, j'utilise le terme du mapping pour décrire exactement ce processus qui nous amène à créer ces événements ces paires d'actions-réactions, et qui finalement sont celles-ci qui déclenchent la perception de l'activité, mais pourtant ça reste toujours difficile à distinguer si un événement qui a eu lieu, c'est l'interaction ou l'autonomie de l'œuvre, c'est-à-dire que c'était prévu dans le scénario de l'œuvre ou c'était déclenché par une action qui provient de nous. Et, en général, on peut dire que l'interaction avec l'environnement, qu'il soit réel ou virtuel, devient possible à travers de notre corps, par l'utilisation de la coordination par exemple, des expressions, de mouvements, etc. Donc, le processus de la perception est en relation constante et codépendant avec le corps et l'esprit. Et dans le cas de l'art interactif, comme elle est un domaine radicalement interdisciplinaire, il fait surgir de séparation et de dualisme comme objet-sujet ou œuvre-spectateur. Et pourtant, le fait que l'interaction est un processus incarné, la plupart de ces séparations devient un peu floue. Donc, l'interaction principalement prend sens lorsqu'elle est constante avec, ou au moins en analogie avec, les effets d'une action dans le monde réel. Et notre capacité de prédire le comportement des systèmes numériques et leur utilisation trouve ses racines dans l'adaptation évolutionnaire de l'expérience incarnée dans le monde physique. Et donc, par conséquent, on comprend les environnements numériques sur la même base de la prédiction des actions et de l'expérience et la traduction d'une manière compréhensible de données provenant de cet environnement, du comportement des actions de l'utilisateur et leur perception comme étant en relation avec ces actions est le prérequis fondamental pour un dispositif interactif. Mais il faut noter que si seule la modalité littéraire produit du sens, si l'interaction est basée seulement sur l'expérience du monde physique, on lui extrait son côté temporel, d'abord, qui est principalement ce qui révèle ses dimensions cognitives et phénoménologiques. Et on lui extrait aussi son côté intuitif, surprenant et magique.
En pensant alors sur le corps et la façon dont on peut interagir, j'ai commencé à faire une recherche sur le capteur biométrique. Et c'est vrai que de notre époque, avec l'Arduino, la Kinect, tout ça, toutes ces technologies sont accessibles très facilement à nos créateurs. Mais en plus, on a des moyens pour créer nos propres dispositifs qui c'était une idée qu'on a aussi dans le projet et qui a des fois de créations qu'on peut faire qui sont pas forcément et strictement scientifiques, mais qu'ils peuvent nous procurer de certaines données qui sont intéressantes pour le déroulement pendant le déroulement d'une expérience. Et dans cet exemple, j'ai essayé de créer un capteur de résistance galvanique qui mesure la conductance cutanée qui est dit d'être liée à la condition émotionnelle. Et donc, je crée deux versions. Une version que je peux coller sur le doigt, une version sur un souris. Et je commence à m'expérimenter avec de mondes génératifs, voire je nourris leur développement au travers de ce capteur. Et après ces projets, j'ai eu l'opportunité de commencer à travailler dans un projet de recherche scientifique qui s'appelle POPEP, c'est Perception Espace Partagé, et qui est un projet qu'on a réalisé à INSAD Lab, en collaboration avec le Collège de France, mais ici à Lambertos, et un autre physiologiste, Simon Lambret. Et dans ce projet, l'intérêt, c'est de trouver comment est-ce qu'on peut faire émerger de nouvelles formes de comportement et interaction émotionnelle dans l'espace virtuel partagé. D'abord, pour vous expliquer, il s'agit d'une visite dans quelques salles où on expose des images d'œuvres d'art. Et il y a le sujet qui est branché avec des capteurs biométriques. Et il y a à côté le manipulateur, et dont le sujet va se trouver pendant le déroulement de cette expérience dans trois conditions différentes. Soit il va être seul, soit il va être en coprésence avec un avatar qu'on disait passif, c'est-à-dire qui était aussi présent dans l'espace mais sans vraiment gêner, et un avatar actif qui était vraiment, qui le suivait, qu'il était toujours à côté. Et voilà, c'est une recherche pour voir alors l'émergence de deux émotions face aux œuvres par rapport à l'expérience dans un monde virtuel, mais aussi par rapport à la coprésence. Et donc on s'interroge aussi sur l'empathie et on cherche à voir si l'empathie s'applique quand deux sujets partagent le même espace par distance au travers d'une présence dans le monde virtuel, et s'il y a un effet sur la qualité de la perception émotionnelle du contenu dans cet espace virtuel, et quelles sont les informations qu'on mémorise, car c'est vrai que ces conditions sociales peuvent nous influencer concernant la mémorisation de certaines œuvres. Et voilà, c'est un projet qui est encore en cours, on est dans la phase d'analyse des données. Mais c'est vrai que les résultats sont très intéressants. Ils peuvent s'appliquer aussi dans de créations purement artistiques. Là, c'est un autre projet dans lequel je suis travaillé avec le capteur biométrique, et ça s'agit d'un projet art-science. Et ça s'appelle DualCore, c'est un projet financé par l'ABEX, Arts des As. Et il s'agit d'une performance immersive pendant laquelle, pour une durée de 2 semaines, les deux auteurs du projet étaient plongés dans un monde virtuel qu'elles ont créé elles-mêmes et dans lequel elles ont adopté la même identité. Donc, toutes les personnes qui se connectaient dans ce monde pour interagir avec eux ne voyaient qu'une seule identité. C'était une recherche sur
le dédoublement et la question de l'identité. Et dans son projet, on a implémenté toujours le système de capteurs biométriques. Et je travaillais dans la phase qui est en bas, qu'il s'agit d'un dispositif de retransmission en temps réel de toutes ces données qui étaient captées pendant la performance. Et on voulait lui donner l'esthétique d'un dispositif médical. Donc, chaque côté, il y a la représentation de chacune des deux personnes qui font la performance. À noter que les deux personnes n'ont aucun contact avec le monde physique. Pas de téléphone, pas de mail, pas de contact entre eux. Ils sont fermés, chacune dans une chambre pendant les 2 semaines. Et donc, il y avait une caméra Kinect qui captait leur posture, qui nous donnait aussi l'information sur leur comportement. Et en bas, on voit le data qui provient de ces capteurs sous une forme de brut, le data brut. Et au milieu, j'ai réalisé une visualisation un peu abstraite de ces données en temps réel. Et où chaque sphère représente la performance et elle est animée par toutes ces valeurs, le taux cardiaque, la conductance cutanée. Et il y a en même temps d'autres éléments. Le petit sphère blanche qui tourne autour représente les interactions qui ont dans l'espace. Et la forme qui est au milieu, on a eu l'idée d'essayer de montrer d'une façon le déroulement, la création pertinente de quelque chose dans cet espace virtuel pour le déroulement au bout de 2 semaines que ça pourrait donner. Et c'est une forme qui est animée par le changement qu'ils font dans le monde virtuel. Donc, tout ce projet évoque ces côtés de relation homme-machine, mais il y a aussi le côté de relation homme-homme à travers de la machine qui vient de... Et c'est vrai que quand on se réfère aux œuvres interactives qui proviennent du milieu des arts, il y a un langage existant conventionnel qui impose cette distinction alors de sujet-objet et le système œuvre-acteur, mais d'autres approches prenant en compte le comportement du système comme une entité peuvent nous offrir de nouveaux discours sur la façon inactive, qu'on a parlé largement aujourd'hui, dont l'expérience s'est construite. Donc on pourrait imaginer ou proposer la conception d'un type de corps implicite, entre guillemets, tout en prenant en conscience de la condition dynamique de l'interaction et une compréhension de l'incarnation continue temporelle et spatiale comme le processus de la production du sens, que tout ce qu'on a alors déjà évoqué aujourd'hui comme une action, la liaison entre l'action et la perception, et qui est cette boucle rétroactive de laquelle émergent de structures cognitives nouvelles et d'expériences qui engagent la totalité du corps. Et donc, comme tous les systèmes interactifs sont une forme particulière de communication intersubjective qui nous suscite l'imagination et les émotions et nous font l'entrée dans d'autres formes de relations et de participation. Et en plus, la différence alors de la perception de l'esthétique entre le créateur et l'utilisateur forme aussi un dialogue et une communication entre eux. Et cela, des fois, peut aussi nous permettre l'empathie, qui consiste à élargir les limites de notre réflexion personnelle en adoptant un point de vue universel qui ne peut être atteint qu'en se mettant à la place des autres. Et voilà, en arrivant à ce sujet de l'empathie, c'est ça qui a principalement nourri notre investissement pendant la première année du projet. Donc, même si comme terme était déjà évoqué dans le projet POP ou d'autres recherches que je fais au passé, c'était vraiment dans ce projet que je puis vraiment aller à fond. Donc, je vous montre une petite vidéo. Donc, on a travaillé pour la première année dans la troisième partie de la performance.
qui était divisée en deux parties elles-mêmes. Une première partie avec une projection interactive de particules, et la deuxième où on a expérimenté avec l'implémentation d'un système de réalité augmentée. Et donc, concernant la première partie, c'était une caméra web qui captait l'image en temps réel de la performance et projetait cette interaction avec le particule. Et je pourrais dire que c'était plutôt un choix personnel d'aller vers une solution d'une projection pour deux raisons. Principalement parce que d'abord, car on a discuté avec Kichu et Claire, on pensait que c'est une bonne façon d'avoir une continuité entre les deux premières parties, puisqu'il y avait déjà dans la deuxième partie la projection sur la tuile. Et voilà, donc c'était aussi le passage entre le monde réel vers le monde virtuel. Et voilà, le choix de la projection était fait sur l'idée que l'existence de la projection en temps réel crée une fusion de l'image du monde virtuel avec le corps, et il y a la création d'une nouvelle entité avec son propre comportement qui catalyse la transformation. Et de cette façon, le corps augmente, s'étend dans l'espace, et depuis cette sphère du virtuel, cette fenêtre qui s'ouvre vers nous, et couplée avec le son immersif, peu à peu, se constitue une architecture fluide qui immerse le spectateur de la même façon que quand on regarde, par exemple, le jeu de feu dans le cheminée. Voilà, sauf que dans ce cas, on ajoute aussi la narration, et donc on provoque l'imaginaire. Et ça, c'est fait c'était la deuxième partie qui tournait sur une tablette. Il y avait aussi une petite implémentation sur un portable pour une casque virtuelle. Et là, on a essayé on a branché un capteur sur l'acrobate, sur le circassien, et qui communiquait sa rotation dans l'espace. On pourrait capter à travers nos serveurs qu'on a mis en place, on pourrait récupérer ces données et animer le monde virtuel dans la tablette et dans la carte virtuelle. Et ce qu'on voulait faire, c'est d'essayer afin d'aider le public à arriver à avoir ce sentiment de l'empathie, d'abord par l'utilisation de la technologie, une technologie qui est assez proche à nous, le portable, la tablette, car ce n'est pas toujours très évident que la technologie peut nous faire sentir à l'aise. Et deuxième, c'était faire une démocratisation, entre guillemets, de ce qui déroule devant lui, lui donner l'opportunité de choisir un propre point de vue et un petit changement dans ce qui se passe dans l'espace autour de lui. Et donc voilà, il y avait pas mal de problèmes techniques apparemment qui sont à discuter, voir comment on peut avancer. C'était le 2, le premier. Oui, et celle-là, c'est la tablette, celle où le petit point qui balade. Il y avait dans la tablette et dans le portable. Oui. Ah, et dans les lunettes, oui. Voilà. En tout cas, ça fait très bien le lien avec la suite, puisque le film qu'on va voir de Florent alors Dionysis nous a présenté ce qu'il a fait en même temps
pendant le travail des expérimentations. Il l'a relié à son travail de thèse avec les choses qu'il avait pu faire précédemment. Ce qui s'est passé avec Florence, c'est l'inverse, c'est-à-dire que ce qu'il a fait dans les expérimentations, il l'a relié à son travail de master qu'il a fait juste après. Voilà. Et dans les deux cas, il y a une réflexion sur l'espace avec toi, avec l'immersion en réalité virtuelle, et puis Florent avec une expérimentation en 3D aussi. Mais il va vous expliquer mieux que moi, mais on va donc se déplacer en salle de projection au rez-de-chaussée, et puis et on revient ici pour la table ronde. Voilà.